Donc bonjour à tous, bienvenue sur le forum de la formation vétérinaire de l'École nationale vétérinaire d'Alfort aujourd'hui. Donc, vous allez assister à la conférence sur l'exercice vétérinaire équin en France qui est présentée par Dr Céline Mespoulès. Je vous rappelle donc les consignes qui sont liées à la visio pour que tout se passe au mieux. Donc vous pourrez couper vos micros, mais je vois que vous faites ça très bien. Pas de caméra non plus pour éviter de... On va essayer de limiter un peu le flux pour que tout le monde puisse bien entendre et bien voir. Pour les questions, je vous laisse les poser dans le chat. Vous pouvez commencer tout au long de la présentation. Je vais les synthétiser et les poser à la fin. Et comme ça, on aura un échange après directement. Vous pouvez reposer toutes vos questions. Donc, la conférence est prévue d'une durée d'environ 45 minutes de présentation. Et ensuite, on pourra partir sur toutes les questions qui vous semblent importantes à poser. Euh, je vous souhaite un très bon webinaire. Et du coup, je cède la parole à Dr Mespoulès. Merci beaucoup Hermeline pour le lancement de la conférence. Bonjour à tous. L'objectif de la présentation du moment est de parler de l'exercice vétérinaire équin. Alors, je vais commencer par me présenter afin que vous sachiez qui est votre interlocuteur. Je suis Céline Mespoulès-Rivière. Donc, je suis vétérinaire spécialisée en pratique équine. Alors, ça commence à faire quelques temps, hein, diplômée de l'école vétérinaire d'Alfort en 98. J'ai réalisé un internat dans cette même école avant ensuite de partir à l'étranger, alors en Belgique, hein, pas trop loin, mais pour aller faire en fait un second internat, parce qu'à l'époque, l'internat de l'école vétérinaire d'Alfort faisait essentiellement de la pratique locomotrice, hein, de ce qu'on appelle parfois l'orthopédie, et moi j'étais intéressée par l'ensemble des différentes disciplines, avec la ferme intention de revenir ensuite sur le terrain et d'aller travailler. Les choses se sont passées un petit peu différemment, hein, comme on a souvent des opportunités. Il se trouve que j'ai pas mal accroché à la chirurgie, que je suis restée là-bas en clinique privée, que j'ai réalisé ce qu'on appelle une résidence de chirurgie, c'est-à-dire une formation spécialisée, de façon à pousser dans une discipline. Je suis revenue à mes premières amours, c'est-à-dire l'école vétérinaire d'Alfort, ensuite en 2006, pour retourner vers l'enseignement, parce que c'est quand même quelque chose que j'affectionnais particulièrement. Toujours dans la foulée, j'ai obtenu ce qu'on appelle le diplôme ECVS, donc du Collège européen de chirurgie, en 2009. C'est ce qui atteste en fait que vous avez suivi une formation spécialisée et que vous avez des compétences dans le domaine concerné. Et puis ensuite, comme je trouvais qu'on pouvait encore faire des choses, j'ai fait ce qu'on appelle une thèse de doctorat, donc un PhD, en recherche clinique en 2016 sur les affections respiratoires du cheval. Je suis donc toujours à l'école vétérinaire d'Alfort et actuellement, je suis la directrice du centre hospitalier universitaire vétérinaire pour les équidés sur le site de Maison Alfort. Ce qui est appelé à évoluer, hein, puisque pour ceux qui en ont entendu parler, nous avons un projet qui arrive à son terme actuellement et qui est de délocaliser la clinique des équidés actuellement présente sur le site alforien vers notre site déjà existant en Normandie, le CIRAL, où on fait énormément de recherches et de pratiques en pathologie locomotrice, biomécanique, imagerie. Nous arrivons au stade où nous allons fusionner nos deux équipes et transférer toutes les activités concernant les équidés sur ce site qui s'appellera le campus normand de l'école vétérinaire d'Alfort. Et ça va être un très très beau site, et ceux qui ultérieurement feront leurs études à l'école vétérinaire d'Alfort iront faire des rotations cliniques sur ce site. Par ailleurs, outre ces activités académiques, je suis également membre du conseil d'administration et du conseil scientifique et pédagogique de l'AVEF, donc c'est l'Association vétérinaire équine française, et je dirige le conseil scientifique et pédagogique. Et au moment où je vous parle, nous venons de terminer les journées annuelles pendant 2 jours, hein, jusqu'à hier soir un peu tard, de cette association, qui permet donc d'apporter un soutien aux différents praticiens qui travaillent sur le terrain, d'apporter un soutien scientifique, réglementaire, enfin bref, d'autres activités, ce qui me permet d'avoir un pied sur le terrain et beaucoup d'échanges avec la profession, et donc d'étayer ce type de présentation ou mon expérience de retour de terrain. Alors, on va commencer par parler un peu de la structuration de la profession. Vous avez quelque chose qui s'appelle l'Atlas démographique vétérinaire, hein, qui est remis à jour tous les ans, qui est publié par l'Ordre vétérinaire, dans lequel on trouve beaucoup d'informations. Alors, c'est toujours très intéressant, hein, d'aller voir un petit peu comment évolue la profession en termes de démographie, en termes d'activité. Et en ce qui concerne la pratique équine, les derniers chiffres montrent que 15,4% des vétérinaires inscrits à l'ordre vétérinaire, hein,
déclarent une compétence équine. Dans ces vétérinaires, il y a une partie des personnes qui ont une activité équine prédominante ou exclusive, hein. Vous le voyez sur le graphique en bas à gauche. Et donc, ces personnes représentent 36,1% de la population qui font de l'équine. Et puis, les autres vont faire une activité variée, où il y aura de temps en temps un cheval voilà, qui sera dans la clientèle. Alors, les lieux d'exercice sont très variés, hein. Les vétérinaires équins peuvent travailler en itinérante, avoir un cabinet vétérinaire, des cliniques vétérinaires, des centres hospitaliers vétérinaires, des centres hospitaliers universitaires vétérinaires, comme moi, ou alors travailler dans l'administration. Il y a également des vétérinaires dans l'armée, hein, comme par exemple à la garde républicaine, où vous avez un effectif de chevaux à suivre. Et donc, tous ces types d'activités vont se traduire par une activité qu'on appelle libérale ou alors salariée des fonctionnaires que je représente ici. Et donc, il y a différentes choses à savoir du point de vue de l'exercice vétérinaire. Il y a différentes modalités et vous retrouvez toutes ces informations dans effectivement cet atlas démographique. Hem, En ce qui concerne toujours l'aspect structuration de la profession, alors ça, c'est les chiffres de 2023, qui montrent en fait la répartition, des élevages et des centres équestres. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que forcément ça signe un petit peu les bassins d'emploi ou en tout cas les bassins d'activité, où on va retrouver des chevaux et donc, les localisations, préférentielles et bien, de zones d'activité. Vous voyez qu'au niveau de l'élevage, bien sûr, la Normandie, est une zone, extrêmement chargée, hein. Il y a beaucoup de chevaux là-bas. D'où d'ailleurs la présence de nombreux praticiens et de grosses cliniques vétérinaires. Et de la même façon, il y a un autre pôle où en région lyonnaise, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Alors c'est plus disséminé, mais si on comptabilisait la totalité, il y a beaucoup d'élevage. Et puis vous avez un pôle également, vous voyez, dans le sud-ouest. En ce qui concerne les centres équestres, eh bien, il y en a à peu près partout. Alors, c'est sûr qu'au centre de la France, un petit peu moins peut-être, mais globalement, on a quand même une très forte démographie, au niveau du cheval et puis, on a de plus en plus, de personnes qui ont un cheval chez eux, ou alors un âne, hein, d'ailleurs, parce que les ânes sont dans les équidés et donc il y a quand même, un nombre d'animaux à suivre, qui est assez conséquent, et c'est la raison pour laquelle, beaucoup de vétérinaires ont une compétences, équines, peut-être moins développées que les personnes qui ne font que ça, mais ça permet quand même d'aller gérer, le cheval ou l'âne, au détour, du champ, et c'est bien entendu la raison pour laquelle, ces compétences sont dans le référentiel, de l'éducation, en termes vétérinaires. Alors, en pratique équine en France, la profession, comme je vous disais, est structurée avec différents types, de structures en termes de taille, hein, comme les cabinets vétérinaires, les cliniques et cetera. Mais il y a quelque chose qui est important et qui est valable d'ailleurs pour toutes les espèces, c'est ce qu'on appelle le réseau. Donc, le principe du maillage vétérinaire, parce que vous avez différents, types de personnes qui vont intervenir lors de la prise en charge d'un animal. Si on prend l'exemple, d'une consultation, d'une prise en charge sur le terrain, par exemple en urgence, eh bien, le vétérinaire qui va être confronté, à la prise en charge du cas va potentiellement, gérer le cas, sur le terrain. S'il a besoin d'informations complémentaires, eh bien, il va faire, l'appel à un confrère, hein, ou l'appel à un ami, de façon à récupérer, des informations complémentaires pour adapter au mieux la prise en charge, eh bien, du cas. Et puis dans certains cas, cet animal va être référé vers une structure spécialisée pour une prise en charge spécifique, hein, par exemple chirurgicale, mais également en soins intensifs. Et puis, ensuite, le cas sera renvoyé, vers le vétérinaire, qui traitant, hein, qui est sur le terrain et qui gère le cheval. Donc il y a un grand, grand rôle de communication. Et puis il y a quelque chose qui fait partie vraiment, de la formation, et de la profession vétérinaire au sens large, hein, quelles que soient les espèces, c'est ce qu'on appelle la permanence continuité des soins. On doit être capable de pouvoir assurer la prise en charge, des animaux, soit initiale, soit suivie s'il y a déjà eu un problème, ou alors qu'on suit quelque chose en post-opératoire par exemple. C'est pas le 8 juillet, qu'on dit: «Je pars en vacances», j'éteins le téléphone et puis, il y a aucune information pour les clients. Ça en fait c'est interdit. Il faut que, toute personne qui a un animal puisse avoir une solution pour faire prendre en charge son animal et donc, l'aspect réseau est très important et l'organisation de la profession est primordiale de ce point de vue-là. Ça fait vraiment partie, de notre rôle en tant que soignant, dans le milieu animal.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le praticien équin, il peut avoir une activité mixte ou exclusive équine. Et dans ces différents rôles, outre d'assurer la prise en charge des animaux tel qu'on vient de le souligner dans le cadre de la permanence et continuité des soins, eh bien, il a un rôle de suivi sanitaire. Il va avoir un rôle dans la prévention des maladies infectieuses, par exemple les conseils de vaccination, hein, ça commence par ça. Alors c'est quelque chose qui est très important parce que quand on vaccine un animal, hein, ce qui est quand même une activité non négligeable des praticiens sur le terrain, eh bien, il y a aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'examen clinique du cheval régulier. Des fois, les chevaux ne voient pas le vétérinaire autrement que pour les vaccins. Alors c'est très bien, mais il faut quand même faire des petits points de temps en temps. Les conseils qui vont aller dans le terme de la prise en charge de l'animal, ses conditions de vie. Donc il y a un rôle vraiment de conseil, très important, tout au long, du temps, entre les vétérinaires et les détenteurs d'animaux. Hem, Ces praticiens équins doivent également réaliser ce qu'on appelle des visites sanitaires équines obligatoires, hein, qui ont été mises en place depuis 2019, avec un thème de visite qui est variable chaque année ou chaque 2 ans, alors ça pourra être, renforcé sur les conditions de détention, ça pourra être quelque chose sur le comportement. Bref, il y a un thème, mais qui permet d'avoir un échange avec chaque détenteur, autour du cheval, et donc de tout ce qui tourne, autour de la détention et du fait d'avoir des animaux et de devoir les gérer. Il y a également un rôle d'information, hein, sur voilà, les modalités de détention, ce dont je parlais à l'instant, mais également comment identifier correctement les chevaux, les aspects enregistrement, les aspects réglementaires, de la communication sur les maladies infectieuses, hein. Il y a régulièrement des problématiques de maladies infectieuses, dans le monde et en France en particulier. Et donc, tout ça est très important pour essayer également, bien sûr, de faire de la prévention, qui fait partie du rôle du vétérinaire, encore une fois en équine, mais également dans les autres espèces. Donc dans la médecine préventive, il y a la vaccination dont on parlait à l'instant. Il va y avoir également tout ce qui est traitement antiparasitaire, avec, pas mal de discussions à l'heure actuelle, hein, au niveau des données de la science par rapport aux problématiques de résistance, hein, aux anthelmintiques. Donc on a un rôle pour, bien conseiller, les détenteurs de façon à ce que les animaux soient, vermifugés quand ils doivent l'être, pas quand ils doivent pas l'être, éviter une surutilisation des molécules. Donc tout ça, c'est encore une fois, ça fait partie du rôle du vétérinaire. Le suivi de dentisterie, hein, qu'on doit rentrer, dans, le suivi annuel, de façon à prévenir des problématiques telles que des coliques, parce que l'animal ne va pas bien, mastiquer, par exemple. Et donc là, le vétérinaire a vraiment un rôle essentiel, et ça fait partie de son champ de compétences. La gestion du bien-être animal, bien entendu, on parle beaucoup de bien-être animal, mais il y a un rôle de conseil qui est non négligeable, de la part des praticiens. Donc, sur les conditions de détention, alors c'est pas toujours facile quand on intervient dans un centre équestre d'expliquer, au gestionnaire du centre équestre, bah, que là, il y a des choses à faire, mais il y a des moyens de faire évoluer les choses, pas forcément, immédiatement, mais progressivement, et donc, dans, la visée du bien-être, des animaux, qui sont détenus et en particulier dans les centres équestres. La réglementation est très importante et doit être connue, hein. Il y a des évolutions, qui sont régulières, et qu'on doit, pouvoir, suivre de façon à utiliser les bonnes molécules, connaître les aspects réglementation de détention, enfin bref, tout ça est vraiment quelque chose que le praticien, pratique au quotidien. Et vous voyez, en illustration à droite, la charte du bien-être animal qui a été, élaborée il y a maintenant quelques années par, l'ensemble des organismes, qui travaillent dans le cheval, hein, et je pense, effectivement aux associations professionnelles telles que l'AVEF, hein, dont je parlais tout à l'heure, mais également, l'IFCE, les sociétés des courses, bref, toutes les personnes, et les organismes qui travaillent là-dedans se sont mis ensemble pour proposer des choses assez simples qui peuvent être diffusées dans les centres équestres et que vous avez peut-être déjà vues affichées, à différents endroits. Alors, si on va un petit peu plus sur l'activité dite clinique, hein, auquel on pense quand on parle de vétérinaire équin, et bien, le vétérinaire équin va intervenir dans différentes, disciplines. On pourra voir, les chevaux pour des problématiques de boiterie, on pourra les voir pour des avis médicaux, pour des avis chirurgicaux, voire la réalisation de ces interventions. Il y a également le suivi de reproduction, qui est une part importante, en particulier dans certaines régions et à certains moments. Et puis il est à noter que, je vous parlais des ânes tout à l'heure, il y a vraiment une grande variété des équidés. Vous voyez en illustration, les différences de taille. Je pourrais même la mettre à jour cette photo parce qu'on a vu encore plus petit, hein. Des fois, on a des chevaux extrêmement grands et puis des tout petits miniatures. Quand vous prenez en charge un petit poulain qui fait 4,5 kg parce que c'est un poulain miniature, c'est pas la même chose, hein, qu'un cheval de 600 kg. On se rapproche parfois des carnivores
carnivores domestiques, en termes de taille en tout cas. On aura une variété des situations parce qu'on pourra être confronté à des particuliers sur le terrain, mais également échanger avec des professionnels, faire du suivi de cheval de sport, intervenir dans le cas d'associations ou de refuges, hein, où la gestion n'est pas la même parce qu'il y a souvent une gestion collective de lots d'animaux, avec en plus des problématiques financières. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et donc, il y a un accompagnement des détenteurs qui fait partie du job également. Les conditions d'exercice pourront être variables. On peut travailler sur le terrain, on peut travailler en clinique, on peut alterner les deux activités. Et donc, la gestion de l'emploi du temps est quelque chose de très important. Et ne faut pas oublier qu'on est dans une profession de soins et donc on a en charge des urgences, il y a des gardes, il y a la réalisation de choses qui ne sont pas forcément entre 9 h et 17 h. Mais ça, c'est le principe de la profession de soins. Alors après, il y a des organisations qui peuvent permettre, bien sûr, et c'est nécessaire, d'améliorer la gestion des plannings, etc. Mais il faut quand même garder à l'esprit que on reste aussi dans quelque chose qui nécessite de pouvoir répondre à la demande, et c'est aussi pour ça qu'on fait ce travail. À ne pas oublier, dans, l'activité, eh bien, la réalisation d'autopsies, hein, alors dans des conditions bien, claires en termes, de conditions d'hygiène et cetera, mais c'est aussi quelque chose qui apporte des informations. Je pense en particulier à la prise en charge de cas quand on a des effectifs, nombreux. Quand on a un cas dans un élevage, eh bien, bien entendu, le propriétaire de l'élevage ou le détenteur, a besoin de savoir ce qui s'est passé pour savoir s'il a des mesures à prendre, pour le reste des animaux. Donc ça fait également partie, du job dans certains cas, ou en tout cas de faire en sorte que l'autopsie puisse être réalisée pour avoir ces informations-là. Quand on travaille, en activité équine, et qu'on y a une activité régulière, il est quand même important d'avoir une connaissance du milieu. Le milieu équin, c'est un milieu particulier. Je suppose que dans les personnes qui nous écoutent actuellement, il y a pas mal de cavaliers, hein, c'est souvent le cas. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire, d'activité équine quand on n'est pas dedans du tout, hein, mais bah, il faut apprivoiser le milieu, c'est une gestion particulière, et donc c'est quand même un point important. En tant que vétérinaire, de façon générale, on est tenu d'avoir des compétences d'analyse, hein. C'est un petit peu je fais souvent un parallèle avec la pédiatrie, hein, parce que, là, quand on doit savoir ce qui se passe, ben, c'est pas le cheval qui va nous dire ce qui se passe, c'est plutôt le propriétaire qui va nous raconter une histoire, voire, beaucoup de gens qui vont nous raconter des histoires, et puis il faut trouver ce qui ne va pas, avec, la prise en charge de l'anamnèse qui est vraiment, un point très important et qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça apporte souvent, beaucoup d'informations si cette prise d'anamnèse est faite correctement. Le vétérinaire doit avoir des compétences de diagnostic, il va réaliser des examens cliniques, il va choisir et réaliser ou faire réaliser, les examens complémentaires qui l'intéressent, dans la prise en charge du cas. Et bien sûr, des compétences de traitement, de prise en charge en termes d'actes techniques, par exemple la réalisation de bandages ou l'immobilisation, hein. Mais également, savoir comment, gérer d'un point de vue pharmaceutique, le cas, ce qui implique, bah, de savoir quelle molécule utiliser, à quelle dose, attention, hein, et donc de se mettre à jour aussi régulièrement, sur toutes ces compétences. Sans oublier les aspects réglementaires qui vont avec les aspects pharmacie, hein, qui sont quelque chose d'important également à maîtriser. Le praticien, équin ou d'autres espèces également, hein, doit avoir des compétences en communication. Hem, je disais que c'est un métier, finalement, c'est un métier de santé, mais c'est un métier où on échange énormément. Il y a des clients qu'on va voir une fois de temps en temps, puis il y a des clients, avec lesquels on va vraiment avoir un suivi, de façon, très, complet, avec un suivi des animaux tout au long, de l'année, voire un suivi de carrière. Donc les relations humaines, ont une place très importante, hein, dans la vie du vétérinaire, que ce soit avec son équipe, que ce soit avec les clients. Un point particulier, hein, qui est la gestion de la fin de vie, hein, ça c'est quelque chose, auquel tout vétérinaire est confronté. C'est pas toujours intuitif, hein, de savoir comment faire, de trouver les bons mots, voilà, d'intervenir au bon moment. Et bien ça, c'est des choses qui s'apprennent bien sûr, hein. Il y a des formations, dans les études vétérinaires pour aider à ça. Mais encore une fois, ça nécessite de communiquer. Donc il faut avoir envie de parler avec les gens, parce que sinon ça peut devenir vite compliqué. Et puis à ne pas oublier les compétences en management, parce que quand on est, vétérinaire, on est souvent chef d'entreprise, hein, quel que soit le nombre de personnes avec qui on travaille, on est peut-être chef de sa propre entreprise et on est tout seul, mais on a des compétences à avoir de ce point de vue-là. Et évidemment plus l'équipe grossit, plus c'est important.
Donc, outre les relations au sein de son activité avec son équipe ou avec ses clients, les détenteurs, eh bien, il y a également des relations, ce qu'on appelle interprofessionnelles. Les relations interprofessionnelles, c'est avec les autres professionnels qui interviennent autour du cheval. Donc, encore une fois, la connaissance du milieu est importante. On va avoir des relations avec le maréchal, l'ostéopathe, la personne qui gère la nutrition et des spécialistes en nutrition qui vont aider eh bien, à gérer au mieux les chevaux. Donc tout un panel de professionnels qui peuvent intervenir. Dans le milieu des sports équestres, vous aurez le coach, l'entraîneur, voilà, le conseiller, le deuxième coach, celui qui fait faire le dressage, enfin bref, tout un nombre de personnes avec qui il faudra avoir des relations. Et c'est très important parce que parfois on gravite un peu au milieu d'un groupe où c'est pas toujours évident de s'en sortir. Donc il faut cultiver ces relations pour que ça se passe bien. Et donc l'un des maîtres mots, c'est la communication. Ça, c'est vraiment une compétence qu'il faut impérativement avoir ou développer. On aura aussi des relations avec des associations, hein, comme les associations de sauvegarde, hein. Vous voyez à droite une illustration, hein, ça peut être la SPA, mais il y a également d'autres associations, hein. Il y a finalement pas mal de choses. Et donc, il faut bien garder à l'esprit que finalement, le vétérinaire, c'est le professionnel de référence pour les soins et la santé du cheval quand on parle de pratique équine, et qui doit être au centre du système. On constate assez vite que quand il n'est pas au centre du système, eh bien, il y a des soucis derrière. Donc c'est vraiment important de savoir se positionner et de faire attention à établir des relations de confiance avec tout ce petit groupe, de façon à ce que la prise en charge de l'animal dont on parle ou de l'effectif dont on parle, se passe au mieux. Et donc, bien entendu, maîtriser la réglementation, pour éviter les erreurs et encore une fois, la communication est vraiment un maître mot, de notre profession. Alors, quand on, change un petit peu de type d'activité et par exemple, on peut parler de mon activité, principale, c'est-à-dire l'activité en clinique de référé, et bien, on va avoir, une activité qui est un petit peu différente. On aura des gestions de cas en première intention. Il y a des animaux qui vont arriver directement, envoyés par, leur propriétaire, hein, qui va téléphoner. Mais on a également beaucoup de cas, ce qu'on appelle en gestion en seconde intention, c'est-à-dire de référé. C'est-à-dire que l'animal a d'abord été vu, sur le terrain par un vétérinaire qui va ensuite l'envoyer pour des examens complémentaires, pour des chirurgies, telles que vous voyez en plein milieu de l'écran avec une jolie chirurgie de reconstruction sur une jument. Et puis des soins intensifs. Alors les soins intensifs, c'est quelque chose qu'il est difficile de réaliser sur le terrain, parce que quand on met un petit poulain en soins intensifs, comme vous voyez sur la photo en haut à droite, bah, en fait, il faut rester avec H24. Donc, un propriétaire, il va faire ça une nuit, il va pas faire ça 10 nuits. Donc, il est nécessaire d'avoir ce type de structure, ce qui implique un certain coût, hein, de prise en charge, mais c'est exactement comme la prise en charge hospitalière. Dans les cliniques de référé, on pourra également réaliser eh bien, des techniques avancées avec réalisation de scanners, d'IRM pour l'imagerie, qui permettent d'apporter des informations complémentaires sur des cas qui sont un peu plus complexes. La réalisation d'interventions, comme je vous disais, et les soins intensifs. Alors, des petites illustrations, dans les différentes disciplines. En médecine interne, on va pouvoir gérer des cas, très divers, hein, comme, des problématiques d'amaigrissement, par exemple, comme la gestion des petits poulains, hein. On parlait des petits poulains miniatures, vous voyez, sur la vidéo, hein, c'est pas bien gros quand même, hein, ça fait un petit peu taille chien. Voilà, sur les petits poulains miniatures comme ça, qui sont délicats à prendre en charge et c'est quand même assez régulier parce que les miniatures, c'est une population, non négligeable, du point de vue des équidés. Hem, Vous avez, également, j'allais dire des poulains de taille un petit peu plus normale et vous voyez ici, l'illustration, d'un petit poulain qu'on avait passé, au scanner, pour avoir des informations complémentaires. Alors là, la photo est prise au niveau du scanner, du site alforien parce que, la table permet de mettre des animaux d'un certain poids, mais à la base, là, il est dans le scanner petits animaux, donc ça nous permettait d'avoir, des informations, directement sur place parce que le scanner grands animaux, comme je le disais tout à l'heure, est localisé sur le site, du campus normand, et donc jusqu'ici, on ne pouvait passer que des animaux d'une petite taille, ici sur le site alforien. Mais vous voyez qu'on peut, pousser les examens, hein, quand on est, dans des centres de référé. Hem Toujours en médecine interne, le suivi, hein, de ces chevaux. Là, vous avez un petit poulain, qui avait eu un souci de plaie. Alors, vous voyez, son encolure, a pas l'air super sympa de loin. Le petit loup s'était fait croquer, et donc ça fait des plaies, qui sont compliquées à gérer derrière et donc après, on est content, de voir que ça évolue bien. Mais ça nécessite quand même, un suivi très poussé. Ça reste de ce qu'on appelle de la néonatologie aussi, donc avec des animaux qui sont rapidement, débilités et qui peuvent vite partir dans le mauvais sens. Mais tout ça,
ça nécessite une prise en charge et vous voyez les étudiants qui s'en occupent également dans le cadre, du centre hospitalier universitaire vétérinaire. En chirurgie, de la même façon, on peut réaliser des choses sur le terrain, hein, mais il y a quand même beaucoup d'interventions qui sont réalisées, en clinique, ici avec des illustrations, au centre hospitalier vétérinaire. Vous voyez qu'il y a des choses qui peuvent être assez impressionnantes, hein, et on va pouvoir, faire différents types d'interventions, dans différents domaines, dont des chirurgies abdominales telles qu'il est représenté, en bas à droite, hein. Les coliques, c'est quand même une problématique, majeure chez les chevaux. Alors, on considère qu'il y a que 10 des chevaux, qui sont en colique de façon générale, qui doivent passer sur la table. Évidemment, quand on rentre en structure spécialisée, bah, il y a un biais de sélection parce qu'on en a plus que les autres puisqu'ils sont envoyés pour ça. Mais c'est quelque chose également qui, nécessite une prise en charge rapide, en urgence, souvent avec des soins intensifs compliqués derrière. Voilà et donc, un investissement de toute l'équipe pour la prise en charge de ces cas. D'autres types d'exemples, hein, avec, des chirurgies, types diverses et variées. Ici à gauche, après, le retrait d'une oreille sur une petite ponette, bah, qui s'était fait croquer aussi d'ailleurs. Des plaies, de toutes sortes, et puis, la gestion de la bouche et vous voyez que, bah, des fois on est un petit peu sali, hein. C'est pas un métier où on est en blouse blanche tout le temps, il peut y avoir des conséquences. On a parfois des problématiques d'hémorragie chez les chevaux, hein. Si certains connaissent, il y a ce qu'on appelle la mycose des poches gutturales. J'ai quelques photos de confrères, qui m'ont envoyé leur état après prise en charge du cheval, c'est assez épique. Hem la chirurgie abdominale, je vous en parlais, les chevaux, nécessitent, des prises en charge intensives. On est maintenant à des niveaux de soins intensifs qui se rapprochent, hein, de la médecine humaine, hein, là, c'est un exemple et encore celui-là, c'est pas le pire, où vous avez déjà, 3 pompes à perfusion, accrochées au box du cheval, un suivi, permanent. Les chevaux sont des animaux assez sensibles à ce qu'on appelle l'endotoxémie. Ce petit poney, il avait eu une problématique, d'abcès, au niveau d'un intestin, hein, c'est ce qui est illustré en haut et il a bien failli y rester malheureusement, mais il était déjà toxique, il y avait des choses qui circulaient. Donc là, on lui mettait les pieds dans la glace. Là, la glace, ça se change tous les 2 heures. Enfin, vous voyez bien un peu le niveau de soins intensifs, il faut être là tout le temps et puis ensuite, et ben, il faut surveiller, l'évolution. Ce cheval-là, derrière, il a quand même, démontré des petits signes de colique un peu frustes. Vous voyez là, il est dans l'air, mais il a pas l'air d'avoir spécialement envie de manger, donc ça, c'est des choses auxquelles on est très attentif et donc on a également en tant que professionnel, un gros rôle d'observation. On dirait pas comme ça, hein, quand on examine les chevaux, mais c'est pas juste de la clinique, on n'est pas juste en train de prendre une fréquence cardiaque, on est aussi extrêmement attentif, à leur attitude, hein. Je vous rappelle que c'est pas eux qui vous disent, ce qui se passe, mais en les observant, on peut se rendre compte que, c'est pas forcément, optimal et donc, aller chercher des informations, sur de l'observation un petit peu fine, qui permettent de se dire, qu'il y a quelque chose qui gêne le cheval. Vous voyez là, notre petit poney qui commence à gratter puis qui prend une position, ça c'est une position antalgique, hein. Donc ça indique que l'abdomen, est pas forcément optimal. Quand on parle de chirurgie, il y a beaucoup de chirurgies qui sont réalisées, debout maintenant, hein, ça a beaucoup évolué sur les 20 dernières années, mais souvent, il faut aussi faire des anesthésies générales. Alors, ben, c'est pas comme en humaine ou comme en canine, hein, on pose pas le chien sur la table pour l'induire et ça va bien aller. Il y a quand même 500 à 600 kilogrammes qu'il faut gérer, pour le mettre par terre. Ça implique une gestion très précise parce que ça représente, des risques, hein, pour une équipe également et donc vous voyez par exemple ici, l'induction d'un cheval qui est, visiblement en colique vu l'état dans lequel il est, parce qu'il est plein de boue, donc il sort de son pré. Sinon normalement on essaie de les brosser un peu plus que ça. Et là vous voyez l'équipe, hein, qui fait attention à le faire descendre en douceur. Mais ça reste des animaux, qui sont, grégaires, parfois imprévisibles, et on peut avoir des accidents et donc il est très important de maîtriser le protocole, de façon à ne pas avoir, de conséquences, ni pour le cheval, ni pour l'équipe. Vous voyez ici un joli couchage, hop, réalisé tout en douceur. Et voilà, bien maîtrisé. Et puis la même chose derrière, hein, une petite illustration de la taille de la sonde endotrachéale. Ça, souvent, quand on montre ça aux propriétaires, ils sont très impressionnés. Vous voyez la taille de la main, la taille de la sonde endotrachéale. L'animal est intubé pour pouvoir être ventilé correctement sur la table. Et c'est vrai que c'est un point très important, parce que il est important d'assurer l'oxygénation, en particulier des masses musculaires sur ces gros animaux, parce qu'on peut avoir des conséquences ultérieures, surtout sur des anesthésies prolongées, sur, des urgences comme ce type de colique. Encore quelque chose qui est souvent impressionnant tant qu'on l'a pas vu, c'est qu'encore une fois, on prend pas le chien et on le pose sur la table dans ses bras, il faut l'emmener au bon endroit, et donc le cheval va être transféré sur la table de façon à pouvoir, être opéré et donc ça se fait, eh ben, avec un treuil, voilà. Donc c'est transport de charges lourdes, ce qui nécessite aussi de gérer la sécurité, parce que tout ça, peut avoir des conséquences.
Et puis, je vous parlais d'équipe, les soins intensifs, les urgences, c'est souvent la nuit. Vous voyez l'état de l'équipe qui prend un petit temps de pause là, après avoir géré un cheval de nuit. Ici, à droite, un réveil difficile avec beaucoup de monde qui est en train de tirer sur les cordes pour aider le cheval à se lever. Alors, c'est assez exceptionnel. En général, on fait ça à deux et ça se passe plutôt bien. Mais dans certains cas, il faut de l'assistance. Et voilà, et il faut être au rendez-vous. Alors, tout le monde n'a pas ce type d'activité. Des fois, on les relève avec un hamac, hein, comme vous voyez à droite, le cheval il a une sangle pour l'aider à se relever. Et ben tout ça, ça prend du temps, tout ça, c'est de l'investissement. Et puis, il faut un peu avoir la moelle quand même. Donc voilà, c'est important de savoir que quand on veut s'engager là-dedans, c'est passionnant, mais c'est prenant. Je vous parlais de hamac, hein, un joli exemple d'une jument qu'on a opérée il y a un an et qui était plus ou moins condamnée sur le terrain. Et puis on s'est dit, bon, on va quand même essayer de faire des choses. Alors on l'a opérée, on l'a surtout stabilisée, immobilisée. On l'a relevée dans un hamac. Elle a fait ça très bien. Et ensuite on l'a renvoyée chez elle et on l'a suivie pendant 4 mois en hamac à la maison parce qu'il y avait des limites financières. Et cette jument va très très bien, elle a repris le travail. Et moi, je l'ai suivi directement à l'écurie. Mais c'est voilà, quand on a des cas comme ça, évidemment, on est très content parce qu'on est allé au bout du process. Malheureusement, ça finit pas toujours comme ça, hein, il faut être honnête. Mais c'est quand même sympa quand on arrive à les en sortir sur des situations où c'était pas forcément écrit sur le papier. Alors, dans l'aspect discipline, hein, il y a aussi la médecine sportive. Ici, vous avez un cheval avec un film où on est en train de réaliser ce qu'on appelle une endoscopie embarquée. Il a un endoscope dans le nez et ça permet d'enregistrer des images de façon à avoir des informations sur ses capacités respiratoires. La reproduction, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de la Normandie. L'élevage, c'est pareil, hein, c'est assez intensif pour suivre des poullinages. Alors, les professionnels font ça très bien. En général, ils n'ont pas besoin de nous pour gérer les poullinages ou alors c'est vraiment sur des cas spécifiques. Par contre, encore une fois, comme tout à l'heure je l'indiquais, au niveau de la néonatologie, les petits poulains, c'est des animaux fragiles. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas lors de la naissance ou immédiatement derrière, ça nécessite une réactivité très importante pour obtenir un bon pronostic pour ces poulains par la suite, que ce soit vital ou sportif ultérieurement, hein. Et donc, pareil, il y a quand même une implication très importante des praticiens sur le terrain pour être réactifs et accompagner les détenteurs et les éleveurs. Alors, je vais changer un petit peu de catégorie. Le vétérinaire, des fois, il est également amené à être pompier, à intervenir dans un cadre urgentiste avec des conditions extrêmes. Il y a beaucoup de collaboration avec les pompiers. Il y a des vétérinaires qui sont eux-mêmes vétérinaires pompiers. Pour prendre l'exemple des Jeux Olympiques là, qu'on a géré il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire qu'il y avait une énorme équipe qui avait été montée. Pour ceux qui ont suivi un petit peu le complet, les chevaux galopaient le long du Grand Canal. Et on avait tout envisagé dans l'éventualité qu'un cheval puisse tomber à l'eau. Donc il y avait des équipes de pompiers avec des plongeurs, avec des vétérinaires qui savaient plonger. Enfin, c'était extrêmement organisé pour parer à toute éventualité. Et puis on se retrouve parfois dans des situations où il faut sortir le cheval du trou. Vous voyez à gauche un cheval qui dans la forêt de Fontainebleau avait réussi à aller se coincer dans les grands rochers là où parfois on va faire de l'escalade et où grâce au travail d'équipe il a été sorti de cette situation malheureuse. Je vous parlais des événements sportifs à l'instant. Effectivement, certains d'entre nous, dont moi, puisque j'ai cette activité également, font une activité vétérinaire dans le cadre d'événements sportifs. Alors, il y a un cadre très précis, hein, on peut être vétérinaire officiel qui permet d'assurer la sécurité, l'organisation, les aspects sanitaires lors d'événements. Et puis, on peut être amené à intervenir sur des accidents en tant que vétérinaire traitant, alors avec des véhicules plus ou moins motorisés, comme vous le voyez à droite. Parfois, on s'adapte, mais bref, encore une fois, on est dans un cadre où ce sont des choses passionnantes, mais il faut être réactif et le travail d'équipe est primordial. Dans ce cadre-là, on a des formations spécifiques, hein, ça c'était un petit complément, mais parce qu'il y a des gens que ça intéresse en général, où on va apprendre quels sont les rôles, quelles sont les activités de terrain. Il faut évidemment une compétence vétérinaire initiale, mais ensuite il y a des choses un petit peu plus spécifiques qui permettent d'acquérir tout ce qui est compétences réglementaires. Et puis ensuite, c'est l'expérience qui fait le reste, hein, et qui vous permet d'apprendre à gérer des événements de plus en plus gros, comme on a pu faire sur les Jeux équestres mondiaux en 2014 ou encore les Jeux olympiques cet été.
Alors à l'occasion, on fait d'autres choses. Petit aparté sur la gestion d'espèces différentes. Vous voyez on peut se retrouver à gérer eh bien, des animaux différents. Alors j'ai pas rajouté le dromadaire que j'ai opéré l'an dernier avec un confrère aux eaux de Thoiry. On va parfois faire des choses un petit peu variées. Alors c'est intéressant, mais il faut vraiment travailler avec des vétérinaires spécialisés parce que les animaux sauvages, ça reste encore quelque chose d'autre. Et là, encore une fois, la collaboration est quelque chose de primordial. Donc là, à gauche, on avait un renne qui avait un souci de hanche, et puis un rhinocéros qui avait eu la mauvaise idée d'aller encorner un zèbre. Enfin, plus exactement, c'était le zèbre qui était insupportable et qui embêtait le rhinocéros. Et ça s'est mal terminé pour lui. Et puis, il avait été encorné avec une hernie abdominale qu'on a opérée deux fois, une fois à Vincennes, une fois à l'école vétérinaire. Et finalement, ça s'est très bien terminé pour notre ami zèbre. Alors, un point très important et que je souhaitais souligner hein, dans la présentation, vous avez vu les différentes activités que je vous ai présentées. Euh, on travaille encore une fois sur des animaux qui font une certaine masse, avec des risques non négligeables. Ce sont des animaux qui peuvent avoir des caractères, avoir une réactivité très importante, parfois avoir des réactions inattendues, et donc il faut toujours rester vigilant. Et donc, je souhaitais souligner l'aspect risque professionnel parce que la majorité des vétérinaires qui travaillent dans le milieu équin, un jour, vont avoir un souci. Et donc, il faut être conscient de ça. Ça commence, par exemple, par avoir les bonnes chaussures quand on travaille à proximité d'animaux. Quand on travaille dans le milieu équin, on a ce qu'on appelle des chaussures coquées, hein, qui sont des chaussures qui font que, déjà, à minima, quand le cheval vous marche dessus, et ça a dû arriver à certains des cavaliers qui nous écoutent, c'est pas très confortable, mais ça peut avoir des conséquences. Et c'est par exemple également quelque chose qu'on souligne dans le cadre des études, hein, de faire attention à la prévention des risques et d'avoir des bottes ou des chaussures qui permettent de travailler dans des bonnes conditions de sécurité. En plus, un vétérinaire équin sur le terrain, si jamais il fait de l'itinérante, il va avoir des kilomètres à faire, des examens, des situations stressantes, il va repartir voir un autre animal, des fois il aura plusieurs appels en même temps, il pourra être amené à enlever les fers des chevaux pour réaliser des radiographies de bonne qualité. Bref, toutes ces conditions-là sont des conditions où on peut avoir des accidents. Et donc, c'est quand même très important de savoir comment se positionner. Vous avez des illustrations en haut à droite où quand on réalise une palpation transrectale, qui fait partie hein, de certains examens chez le cheval, on fait attention à se mettre dans des bonnes conditions, au bon endroit. Là, il y a une prise de pied. À droite, vous voyez la façon dont le vétérinaire aborde le postérieur en se mettant en condition de sécurité, en n'étant pas derrière le cheval. Pour passer dans des centres équestres en tant que pratiquante également, je vois parfois des situations absolument abracadabrantesques avec des enfants qui sont derrière les chevaux, des personnes qui s'asseyent devant les chevaux. Enfin, il faut être conscient de tout ça parce que les accidents, c'est quand même très vite arrivé. Et si on fait de la prévention, on a quand même moins de risques d'avoir des soucis. Il y avait une thèse vétérinaire en 2004 hein, sur le sujet et puis des études qui ont été réalisées dans le milieu vétérinaire. L'association des vétérinaires anglais en 2017 avait fait un rapport sur le sujet et ils avaient démontré que un vétérinaire équin aurait, dans 70% des cas, hein, sur les vétérinaires équins, un accident dans sa carrière, avec une moyenne de 7 à 8 blessures sur 30 ans, la localisation préférentielle étant les bras et la tête, et dans 70% des cas, c'est des coups de pied. Donc, avec des séquelles hein, dans un nombre non négligeable, hein, à 15,3% des cas, d'où l'importance de la prévention, du respect des conditions de sécurité, de communiquer avec les personnes présentes, parce que vous êtes responsable de votre propre sécurité, mais de celle des autres également. Hein. Par exemple, quand on charge un cheval, il peut y avoir des accidents, et si jamais le vétérinaire il fait ça sur le parking de sa clinique vétérinaire, il est responsable. Donc, l'importance de l'anticipation, et ça c'est un message dans le cadre du professionnel pour le vétérinaire équin, mais bien entendu pour tous les pratiquants qui approchent des chevaux de façon générale. Donc c'est vraiment quelque chose à retenir. Dans la série risque, ça peut paraître assez incroyable, mais vous voyez ici un animal qui est sur le tapis roulant et regardez bien ce qui va se passer. Pourtant, c'est des choses qui sont pratiquées tous les jours. À un moment, voilà, je pense que vous avez vu ce qui s'est passé, c'est que la personne qui tenait le cheval et l'endoscope, parce que c'était une endoscopie embarquée, a malheureusement s'est décalé très légèrement, a posé le pied sur le tapis roulant et a eu la chance de sa vie, si on peut s'exprimer ainsi, parce que regardez ce qui se passe, hop, elle part, elle pose le pied, et là, ça va très très vite, et elle passe heureusement entre les jambes du cheval
très bonne idée de sauter par-dessus. Donc, elle a eu 0 séquelles, mais ça peut se passer en une fraction de seconde. Donc, c'est vraiment très important de faire attention à tout ça. Voilà, en conclusion, je voulais vous souligner que c'était vraiment un travail d'équipe, que ce soit dans le milieu sportif, dans le milieu de tous les jours, dans le travail de nuit, que ça reste une activité où on est généralement passionné, et donc que c'est vraiment une chouette alternative dans le milieu vétérinaire. Et donc, pour pouvoir arriver à tout ça, eh bien, il y a un cursus, hein. L'école vétérinaire, de toute façon, si vous êtes là à l'écoute, c'est que vous êtes intéressé par la chose. Il y a en fin d'année un choix d'une dominante, hein, ce qu'on appelle une dominante, c'est-à-dire de choisir ce qu'on va faire pour pousser un petit peu plus dans un type, dans une espèce. Alors actuellement à l'école d'Alfort, il y a une sixième année équine ou mixte, équine canine qui est proposée. Il fut un temps, on avait aussi une mixte équine bovine. Finalement, ça dépend un petit peu des demandes. Si on veut aller encore un peu plus loin, et pas mal de personnes le font pour la pratique équine exclusive ou majoritaire, on peut faire ce qu'on appelle un internat, qui est une année complémentaire, qui se réalise également en école vétérinaire. Il y a aussi des formations dans le milieu privé qui sont réalisées si on veut pousser un petit peu. Et puis, il y a des filières de spécialisation. Voilà, je parle de mon expérience, hein, puisque j'ai fait une résidence avec des places limitées, mais on peut aller encore plus loin si on le souhaite dans le cursus. Voilà l'illustration, hein, de la présentation des internats des écoles vétérinaires françaises l'an dernier. Il y a des informations qui sont régulièrement diffusées à ce sujet-là, et donc qui permettent aux personnes intéressées d'avoir les informations qu'elles souhaitent. D'ailleurs, pour l'année qui vient, il me semble que nous présentons l'internat lundi. Donc voilà, vous voyez que c'est toujours en continu et qu'on est ravis d'intégrer de nouvelles personnes dans les équipes et de leur donner les informations nécessaires. Et donc, je vous remercie de votre attention, hein, d'avoir suivi cette conférence et puis, bah, écoutez, feu pour les questions, s'il y en a. Eh ben, c'est à mon tour de vous remercier, docteur Espoulas, pour cette belle présentation. Je pense que on est en train de créer des vocations en équine pour les gens qui nous écoutent. On a déjà pas mal de questions. Alors, donc, vous pouvez continuer justement à les poser dans le chat. Moi, je les centralise et je les pose au fur et à mesure. Et donc, la première question, c'est de savoir, on dit souvent qu'il manque des vétérinaires en France. Est-ce que c'est bien réel? Alors oui, c'est réel. Alors, c'est réel. Il faut faire attention entre le moment où on a l'information et l'évolution démographique. Mais oui, il manque des vétérinaires, en particulier en termes de maillage, parce que, eh bien, il y a différentes raisons. L'aspect sociétal évolue, hein, de façon générale. On parlait tout à l'heure de l'importance de la charge de travail. Et donc, si on veut essayer d'améliorer la gestion de l'emploi du temps de chacun des vétérinaires, qu'il y en ait qu'on puisse avoir du temps pour souffler, mais il faut plus de personnes, hein, c'est aussi simple que ça. Et donc, il faut renforcer les équipes. Il y a des endroits où il y a beaucoup de difficultés pour trouver des vétérinaires. Alors, ça va vraiment dépendre de la géographie. Dans les milieux ruraux, par exemple, c'est plus compliqué, bah, en fait, pour des problèmes de gestion, peut-être de vie personnelle également. Et donc, il manque probablement de vétérinaires dans certains endroits plus que dans d'autres. Mais en tout cas, pour parler beaucoup avec la profession, moi, j'ai plus de vétérinaires qui me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des gens pour travailler que l'inverse. Donc à l'heure actuelle, au moment où on parle, la réponse est oui. Alors, donc vous avez déjà commencé à y répondre, mais on avait la question, savoir si le fait d'être cavalier était utile ou nécessaire pour être vétérinaire équin, et si on a des cas de gens qui se découvrent au milieu de leurs études une passion pour l'équine et deviennent vétérinaires sans avoir commencé en Ouais. étant cavalier. Oui, alors on a cette question tous les ans et c'est légitime. Oui, évidemment, comme je l'ai souligné dans la présentation, quand on est déjà dans le milieu et qu'on maîtrise, j'allais dire, les codes, l'environnement, le vocabulaire, hein, à commencer par ça, parce que nos étudiants, souvent, qui connaissent pas du tout les kin, ils apprennent des tas de mots hein, dans leur formation. Évidemment, c'est plus facile. Mais c'est pas une obligation. Comme tu as dit dans la question, il y a des gens qui se découvrent une vocation. Alors, ça va probablement leur nécessiter plus d'efforts pour appréhender ces choses qui ont peut-être été infusées dès un très jeune âge pour les personnes qui sont cavaliers et qui ont commencé tôt, mais c'est pas du tout incompatible. Et puis ensuite, bah, il y a les stages pour faire ça. On peut faire des rencontres où on va plus récupérer ces informations et c'est vraiment pas une obligation. Ça aide, faut pas se voiler la face, mais ça n'est pas une obligation. Ok.
On a beaucoup de personnes qui s'interrogent sur la possibilité de pratiquer de la mixte. Du coup, là, les questions ressemblent plus du mix du coup rural équine. Les gens se demandent si c'est possible du coup de faire les deux, comment ça peut se combiner, comment on se forme. Et du coup, pour les gens qui sont déjà plus avancés dans les questions et qui parlaient de la assise mixte équine rurale, savoir dans quelle école on la retrouve. Ok. Alors, oui, c'est une spécialité qui existe. Je connais pas mal de vétérinaires qui pratiquent effectivement en rural et en mixte. Alors, et je dirais qu'il y a une demande, très clairement, parce que je parlais du cheval ou de l'âne au détour du pré. Bah, il est souvent au détour du pré où il y a des vaches. Donc c'est quelque chose qui est vraiment réel sur le terrain. Il y a également des vétérinaires qui font tout, hein, c'est-à-dire canine, rural, équine. Pour se former, c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra faire un choix quand on revient à l'aspect dominante. Mais premièrement, il y a effectivement des écoles où on peut avoir cette dominante mixte. Alors je crois que Lyon l'a proposé, si je ne me trompe pas. Alfort, nous, on l'avait fait il y a 3 ans, donc c'est un petit peu variable aussi selon les années. Donc on ne peut pas en tirer des généralités. Il faut se renseigner pendant ses études. Je rappelle d'ailleurs à ce sujet-là que pour la dominante, on peut changer d'école, hein. On peut aller faire sa dominante à un autre endroit que là où on a fait le début de son cursus. Et puis, effectivement, on peut aussi faire des stages. Et ça, c'est quand même un point non négligeable dans le cursus vétérinaire. Il y a des stages. Et puis, si on est en pratique équine, par exemple, en A6, et que vous allez faire votre stage, on vous interdira jamais d'aller dans une pratique mixte. Au contraire. Donc c'est aussi via ces opportunités d'observation et de formation professionnelle qu'on peut acquérir cette formation globale. Et puis pour répondre complètement à la question, il y a aussi quelque chose qui s'appelle la formation continue, qui est une obligation, hein, pour les vétérinaires. Et donc ultérieurement, quand on a plus développé eh bien, la formation dans un domaine par rapport à un autre, eh ben, on pourra aller chercher des informations et apprendre des choses avec des actes techniques, hein, pour pouvoir avoir une formation complète dans les deux dominantes si on choisit une activité mixte. Merci beaucoup. On a beaucoup de gens sinon qui se posent également la question des contraintes physiques, savoir si le fait d'être grand et fort pour faire de l'équine, comme c'est des gros animaux, c'est quelque chose de nécessaire. Et en parallèle, je pense que la question qui s'ensuit, c'est du coup le ratio fille-garçon en équine. Alors, à ma connaissance, dans le dernier atlas démographique, je crois qu'on est à 58% de femmes. Voilà, donc le ratio est un petit peu déséquilibré en direction des filles. Ceci étant, le ratio est déséquilibré en direction des filles dans la profession vétérinaire en général. Probablement qu'il y a un peu moins de filles en équine par rapport à la canine. Mais alors, encore une fois, la réponse, alors, si j'étais debout, vous verriez que je fais 1,63 m, donc côté grand, on oublie. Fort, bon, je suis pas trop fluette. Et puis quand j'opère des coliques et que je soulève des côlons, bah, faut avoir un peu de muscle quand même également. Mais je connais beaucoup de vétérinaires équines, et là, je vous disais, je sors des journées annuelles. Il y a des allumettes, hein, qui font de la pratique rurale mixte sans aucun problème. Donc je pense que c'est pas du tout une condition sine qua non. D'ailleurs, moi, je suis très admirative. On en parlait avec une consoeur justement il y a 2 jours sur des allumettes qui sortent des veaux charolais en césarienne, il n'y a aucun souci. Donc, ça n'est pas une obligation absolue. Après, c'est des histoires de technique, hein, tout simplement. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est pas une profession qui demande de l'activité physique, et ça va tirer forcément aussi sur l'organisme, d'où l'importance de faire attention aux positions de sécurité, de prendre les bonnes positions. Vous savez, il y a des formations pour vous apprendre à soulever un carton correctement, comment se positionner par rapport à son dos, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte également. Et il y a un apprentissage des bonnes positions pour éviter d'avoir une usure physique trop importante. Merci beaucoup. Donc, tous ceux qui se posaient la question, vous pouvez devenir vétérinaire. Je vois qu'il y a des gens qui disent girl power dans les commentaires, c'est ça. Et savoir si, quelle était la demande pour les vétérinaires gynéco? Alors, vous voulez dire, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes sur le terrain, c'est-à-dire de places Ouais, potentielles en termes je de pense que devenir c'était ça, professionnel, ouais, hein? Oui, l'idée. oui, oui. La demande, elle évolue pas particulièrement, elle est plutôt stable. La gynécologie, c'est une grosse partie de l'activité, en particulier dans les grosses régions d'élevage telles que la Normandie, par exemple. Donc, elle existe. En plus, comme j'ai souligné,
il y a quand même cette problématique de gestion de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. La gynécologie, c'est quand même quelque chose de très demandeur, alors qui est un peu particulier parce que c'est une activité saisonnière. Donc, effectivement, on va y avoir une demande supérieure pendant la saison de gynécologie. Et peut-être que ça va être des conditions d'emploi particulières avec des contrats courts ou des demandes de renfort pour des saisons. Mais à ma connaissance, je connais plus de vétérinaires qui cherchent du monde en renfort gynéco que qui me disent, il n'y a aucun problème, j'ai booké mon planning pendant 3 ans. Plusieurs personnes se demandaient aussi s'il était possible, quand vous avez parlé des personnes autour de qui gravite le vétérinaire, savoir s'il était possible de faire une formation pour devenir vétérinaire et ostéopathe en même temps. Oui. Alors, vous ne ferez pas la formation en même temps. En tout cas, je connais personne qui a fait la formation en même temps. Mais vous avez différents cursus. Alors, il y a longtemps, les vétérinaires qui étaient intéressés par l'ostéopathie suivaient un cursus humain et ensuite eh bien, acquéraient cette compétence. Maintenant, il y a des écoles d'ostéopathie vétérinaire, j'en connais au moins deux, et donc je connais plusieurs confrères et consoeurs d'ailleurs, qui ont fait leur formation vétérinaire, qui ont travaillé sur le terrain et qui ont ensuite fait en formation continue une formation d'ostéopathie. Ça. Euh, et donc, pareil pour la chirurgie, savoir si n'importe quel vétérinaire équin pouvait devenir chirurgien ou il fallait se spécialiser particulièrement. Et je pense qu'avant de répondre à ça, il y a eu juste une question qui vient d'arriver. Il faut savoir différencier la notion d'internat et de résidanat. Donc, peut-être faire un petit Ok, récap sur alors ça avant. ouais, je vais commencer par ça. Alors, par rapport aux aspects spécialisation entre guillemets, l'internat permet de pousser les compétences et l'acquisition des connaissances, de voir beaucoup de cas dans un temps condensé, des cas de niveau variable, et donc soit de pousser sa formation, soit de se sentir plus à l'aise, plus en confiance. On a les deux types de cas dans les personnes qui choisissent de faire un internat, soit effectivement c'est la troisième option de dire je veux faire un internat parce que ultérieurement je veux me spécialiser au sens spécialiste reconnu au niveau national ou international dans une discipline. Ce qui nécessite la réalisation d'une résidence ou formation apparentée qui vous permet d'obtenir un diplôme, donc soit un diplôme d'études spécialisées vétérinaires, qui est un diplôme français, soit un collège européen ou américain, si on part plus loin, qui sont des spécialités et qui nécessitent une formation minimale de 3 ans. 3 ans, c'est ce qu'il faut faire au minimum après un internat ou au moins 2 ans d'expérience pratique, c'est les conditions de recrutement, pour se former dans un domaine spécifique. Ajouter à ça que sur ces 3 ans, normalement, il faut faire des publications. Enfin bref, il y a un cahier des charges relativement lourd. Donc, ça prend quand même quelques années. Ça occupe un peu. Donc ça, c'est quand on veut se spécialiser dans une formation. Ensuite, à la réponse de est-ce que n'importe quel vétérinaire peut être chirurgien, je vous répondrai bien, tous les vétérinaires, en tout cas qui pratiquent, sont chirurgiens, d'une façon ou d'une autre. Parce que j'ai parlé de l'activité spécialisée en centre hospitalier vétérinaire, mais la majorité des vétérinaires équins que je connaisse, ils castrent sur le terrain, ils font des plaies, ils font des petites chirurgies pour des retraits de masse. Des fois, ils vont plus loin, ils font des petites chirurgies ortho. Donc, oui, à partir du moment où on a un peu de compétences manuelles quand même, c'est un peu la base, on peut effectivement devenir chirurgien. Et ensuite, bien, l'aspect chirurgical sera plus ou moins poussé en fonction de ses conditions de formation et de ses conditions de travail. Ok. Merci beaucoup. Pareil, dans les choses à faire en dehors de la pratique pure, il y a plusieurs personnes qui se demandaient pour s'occuper des chevaux de sport de haut niveau, notamment les chevaux des JO, quelle formation fallait-il suivre si y a besoin de faire quelque chose de particulier? Alors, il faut distinguer 2 choses. Premièrement, s'occuper, ça peut vouloir dire, s'en occuper tout le temps. C'est en fait les préparer aux échéances et là, effectivement, eh bien, les cavaliers, nationaux, internationaux, professionnels qui, montent ces chevaux-là ont en général un vétérinaire avec lequel ils travaillent parce qu'ils font un suivi de carrière, où l'animal est suivi avec des check-up réguliers, avec un suivi nutritionnel, et l'ostéopathe va intervenir aussi. Bref, c'est des choses qui sont vraiment suivies dans le temps. Donc ça, c'est une première chose et ensuite, il y a effectivement, intervenir, sur des événements sportifs, pour, renforcer une équipe vétérinaire ou, prendre en charge les urgences, sur ces événements sportifs et là, c'est une formation un peu spécifique que je vous ai présentée en termes de vétérinaire, FEI où on va, acquérir des informations réglementaires, savoir comment faire les choses parce qu'il y a un cadre, et ensuite, où, on va également apprendre à organiser une équipe vétérinaire sur de l'événementiel.
Et pour continuer sur le thème des JO, il y a des gens qui se demandaient combien de vétérinaires avaient été mobilisés en tout, toutes disciplines confondues, pour les JO. Alors, donc en équine, il y a eu 80 vétérinaires. Euh, des gens qui se demandaient sur du coup, le cursus équin, savoir s'il était disponible qu'à l'ENVA et on peut ouais, peut-être déjà répondre à ça. Oui, bah non. Oui. Le cursus équin actuellement est disponible dans les quatre écoles vétérinaires nationales, donc Maison-Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse. Après, l'activité équine va être plus ou moins développée hein, dans ces différentes écoles. Donc ça, c'est vrai que on a peut-être un petit peu moins d'équine actuellement à Toulouse, mais globalement, il est disponible dans les quatre écoles vétérinaires. Et donc, on fait la transition pour la question suivante, qui était à propos du CIRAL. Des gens qui se demandent s'il y avait d'autres campus similaires au CIRAL dans, du coup, je pense, les autres écoles ou en France. Et si au CIRAL, on avait prévu de mettre des vaches. Alors, non, le campus qu'on est en train de finaliser, il n'y en a pas d'autre ailleurs en France. Je ne sais même pas s'il y en a ailleurs en Europe, hein, pour être honnête. Parce que le plateau technique en termes cliniques et de recherche qui est en train d'être mis au point et qui va ouvrir très vite, hein, puisqu'on ouvre l'hôpital le 6 janvier, là, puisqu'on déménage en décembre et le 6 janvier, on lance l'activité, permet une concentration de moyens cliniques, techniques, de recherche, avec en plus l'ANSES juste à côté. Enfin, c'est quelque chose qui, pour moi, est unique en France et en Europe. Ensuite, est-ce qu'on va mettre des vaches? Non, c'est pas prévu dans le plan. Ceci étant, il y avait eu des réflexions pour potentiellement permettre d'avoir une utilisation en termes pédagogiques hein, des installations pour que des étudiants viennent sur le site, partent ensuite en visite d'élevage en Normandie, mais c'est pas quelque chose qui est actuellement dans les tuyaux pour l'ouverture. Donc on va pas avoir des vaches dans les prés sur le campus. Et oui, la question des vaches était aussi si savoir si c'était possible, donc des gens qui seront au campus normand, de faire une mixte rural équine. Alors, je peux pas répondre à la question parce que là, c'est vraiment trop frais et on lance l'activité clinique et pédagogique hein, sur le campus. Enfin, en tout cas, l'activité clinique, elle existe déjà, bien sûr, pour la pathologie locomotrice, mais là, on refond un petit peu l'organisation de l'enseignement avec ce nouveau site. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça empêcherait de faire une formation mixte rurale équine, puisqu'en fait, on l'a fait actuellement. Hein. Là, simplement, ce qui va se passer, c'est que les étudiants qui font la dernière année, bah, ils passeront toute leur année au site du campus normand pour les kines pures. Bah, pour la mixte, il y aura peut-être plusieurs sites. Et puis encore une fois, quand on fait ces formations-là, il y a des stages. Et les stages, on peut parfaitement les faire en pratique mixte. Et donc, pour le campus séquin, donc toujours normand, savoir s'il était uniquement réservé aux alphoriens ou s'il était possible d'y accéder quand bien même on soit dans une autre école vétérinaire. Ou je pense même en stage, enfin, c'était parler de stage, Alors, peut-être ouais, même pour du coup d'autres personnes. il y a des possibilités de stage, des stages d'été. Hein, et d'ailleurs, il y a presque une priorité aux étudiants des autres écoles vétérinaires françaises, parce que pour des histoires de capacité de logement, hein, il y a aussi des soucis de ce type-là, très logistiques. Donc, il est tout à fait possible d'y faire des stages. À l'heure actuelle, pour pouvoir participer en clinique sur ce campus, il faut réaliser une ACIS dans le cadre de l'école vétérinaire d'Alfort. Il est possible de venir faire des stages, effectivement. Il me semble que dans le cadre de l'internat, on accueille cette année encore des internes toulousains. Donc il y a aussi des accords de collaboration en termes de stage entre les écoles vétérinaires. Mais c'est clair que c'est premièrement pour les écoles qui sont, pour les étudiants qui sont inscrits à Alfort. Euh, j'ai perdu la question que je voulais faire. Oui, savoir quelle était, à votre avis, la qualité essentielle pour être vétérinaire équin. Vétérinaire équin, hein, parce qu'il y a des qualités. La qualité essentielle, c'est dur d'en donner qu'une seule. Je reste sur mon histoire de communication, je pense, hein, parce qu'on a éliminé physique, mais moi je pense que voilà, en donner une, c'est un peu compliqué. Si je devais citer trois choses, ça serait, je pense qu'il faut être passionné.
Je pense que ça, c'est important parce que c'est un métier qui est vraiment demandeur. Et donc, si on veut avoir envie de se lever tous les matins pour faire ça, bah, voilà, faut y croire et faut avoir envie d'y être. Je pense qu'il faut avoir un peu de résistance quand même, parce que, ok, même une jeune femme fluette peut gérer des poulinages ou des coliques sans aucun problème, mais ça aide quand même. Et l'aspect communication est important et avoir de l'empathie. Ça, c'est quelque chose, c'est pas un mot que j'ai prononcé avant pendant la présentation. L'empathie, c'est les capacités d'écoute, les capacités de se projeter à la place des propriétaires. Je prends toujours l'exemple hein, de l'aspect de la gestion de l'euthanasie, hein, qui est quelque chose de très important et finalement peut-être l'un des actes les plus difficiles à réaliser pour un vétérinaire, quand bien même que techniquement c'est pas très compliqué, mais c'est tout ce qui va autour qui est important. Et donc ça, oui, l'empathie, c'est une qualité très importante, mais pas que pour le vétérinaire équin, pour le vétérinaire tout court. Merci beaucoup. Quelqu'un qui se demandait si, en cas de, donc, de maltraitance animale, quand il y a des cas de réquisition judiciaire, si n'importe quel vétérinaire équin peut être réquisitionné pour intervenir et, je pense, poser des diagnostics sur ces animaux maltraités ou s'il y avait une formation particulière. Alors ça, c'est une bonne question. Je pense qu'en généralement, quand il y a un signalement qui est fait, ça remonte, à la DTPP. Et ensuite, oui, je pense qu'ils peuvent, faire appel à des confrères sur le terrain et c'est souvent toujours encore une histoire de collaboration et de travail d'équipe, hein. Donc il y a les vétérinaires de la DDPP, mais qui vont travailler avec les vétérinaires locaux. Pour vous avez beaucoup parlé du métier de pompier, enfin, métier, Mmh. de l'activité de pompier. Il y a plusieurs personnes qui se demandent si ça existe déjà dans d'autres espèces animales, donc je pense plutôt en canine. Et comment c'était possible de combiner les deux avec sa pratique de tous les jours, c'est des formations particulières, si c'était des équipes spécialisées de pompiers qui venaient ou du coup que des vétérinaires bénévoles. Alors, c'est pas ce que je connais le mieux, mais, à ma connaissance, c'est toujours une histoire de pompiers volontaires, vous savez? On peut être réserviste et cetera. Donc ça, c'est dans l'aspect, formation pompier et il va y avoir des gens qui vont se former effectivement, plus dans une espèce que dans d'autres. Alors j'ai parlé de l'aspect équin, mais il y a des vétérinaires pompiers, canins, animaux sauvages, parce que quand il y a un boa qui s'échappe, faut aller le chercher. Et donc oui, c'est possible dans les différentes espèces. Est-ce qu'il y a des formations spécifiques? Probablement, mais je pourrais pas vous dire comment. Et ce que je sais, c'est que les équipes qui travaillent avec ces vétérinaires, oui, souvent, sont plus spécialisées dans une direction que dans une autre. Merci beaucoup. Et donc, on avait parlé donc des animaux de zoo, c'est ça? Mmh. Et personne se demandait s'il y avait besoin d'une une spécialisation particulière pour travailler sur les animaux de zoo. Alors, à l'heure actuelle, pour les animaux de zoo, pour moi, ça fait partie, enfin, c'est associé à, la A6, dite NAC, hein, donc c'est associé aux nouveaux animaux de compagnie. Alors, vous allez me dire: «Un crocodile, c'est un nouvel animal de compagnie», pas vraiment, mais en fait, disons que c'est tout ce qui n'est pas des espèces classiques, telles que, des de la rurale, du cheval ou, des petits animaux. Et donc oui, on peut avoir une formation particulière. Il va aussi y avoir aussi beaucoup l'aspect, immersion professionnelle qui va jouer, hein, avec les stages et travailler au contact de ces vétérinaires. Et puis, exactement de la même façon que qu'on a parlé de la spécialisation en chirurgie, il y a des spécialisations avec un collège, hein, européen, donc vraiment, l'aspect un peu poussé, qui existe, pour les animaux sauvages. Et donc, on a une question pour rebondir sur le fait d'être réserviste pompier. Pour la partie plutôt réserviste militaire, comment est-ce que Mmh. cela fonctionne? Alors, pareil, c'est pas ma partie principale, mais en fait, on peut être réserviste pour la garde républicaine. Ça, je connais parce que je connais des gens qui le font, où en fait, on va être, engagé en quelque sorte, hein, par la garde républicaine, donc la gendarmerie, et qui va, déterminer un certain nombre, un quota de jours que vous allez, devoir faire, dans l'année, et éventuellement, être mobilisable sur, des événements particuliers. Et donc ça, c'est une discussion, c'est au niveau de la gendarmerie qu'il faut se renseigner. On a d'autres questions de nouveau sur la Assis Equine, Mmh. pour savoir quel était le nombre de places, dans le sens si les places étaient limitées et comment se faisait la sélection. Alors, jusqu'ici, la sélection ne se fait pas parce que pour l'instant, on avait encore assez de place. Donc on va commencer par cette information. La problématique, en fait, finalement, du nombre de places dans une A6, c'est la capacité d'encadrement. Là, cette année, je pense qu'on est
À peu près à 25 au total, si on cumule l'équine pure et la mixte. Et il est important de faire attention à ce que quand on met des étudiants dans un cursus, on ait les rotations adaptées et l'exposition clinique nécessaire. Bref, c'est toute une organisation. Donc à l'heure actuelle, on est plutôt sur un effectif de 25. Dans mon souvenir, je crois que en fait, on est en augmentation, parce que je crois pas qu'on ait eu autant d'effectifs avant. On oscillait les années précédentes, et quand je parle des années précédentes, c'est quasiment depuis 20 ans, entre, on va dire, 13 et 20. Donc c'est en augmentation. Pour le moment, on s'est pas encore posé la question d'un quota, si on peut dire ça comme ça, par rapport à l'aspect sélection. Il est possible qu'à terme, ça se fasse sur dossier. Mais ça n'est pas actuel, hein. Pour l'instant, on n'a pas été confronté à cette problématique-là. Tiens, on avait une autre question. À quel titre le vétérinaire intervient-il avec l'équipe de préparation du cheval de haut niveau? Y a-t-il notamment un travail de recherche en parallèle ou cela est-il fait en lien avec d'autres instituts et de laboratoires comme par exemple Pasteur ou l'INRA? Ah, beaucoup de choses dans cette question. Alors, à quel titre est-ce qu'il intervient dans la préparation de cheval de haut niveau? Il intervient en tant que protagoniste, très, très, j'allais dire, spécifique et incontournable. C'est-à-dire que c'est le référent santé. Donc vous pouvez avoir tout ce que vous voulez autour, de l'ostéopathie, du maréchal et cetera. Le référent, c'est le véto. Et donc il va échanger, avec le cavalier, avec, le coach, le propriétaire, enfin bref, ça fait tout un petit microcosme. Mais c'est lui qui est vraiment le référent dans ce contexte-là. Le vétérinaire qui suit des chevaux de haut niveau, non, il fait pas forcément de recherche. Après, il pourra éventuellement être approché, par, des personnes qui vont, être, effectivement dans des organismes de recherche et qui vont plus devoir collecter des cas ou mettre ensemble des cas. Et c'est à ce moment-là que, eh bien, qu'il pourra être amené à fournir des données à partir du moment où le propriétaire du cheval ou le cavalier sont d'accord. Et on pourra avoir des chevaux qui sont effectivement appareillés. Je pense à des mesures de fréquence cardiaque, à des suivis de conditions, etc. Et donc, ça rentre dans les aspects recrutement de protocoles de recherche. C'est pas Pasteur qui fait ça. C'est plutôt des équipes de recherche, type, vétérinaire, hein, donc des écoles vétérinaires. Ça peut être fait dans le cadre de l'IFCE, par l'INRA, mais c'est pas systématique. C'est vraiment dans le cadre d'un recrutement, quand on travaille sur une thématique particulière. D'accord. Alors, on avait plusieurs personnes qui se demandaient, du coup, à la base c'était le concours post-bac, et je pense que ça englobe des étudiants qui sont en train de passer tout type de concours. Quelles connaissances fallait-il avoir pour les oraux, les entretiens justement dans les concours, ce qui parlait de l'équine. Euh, je- Est-ce que cette présentation suffit? Comment faire pour se renseigner, pour en savoir plus? Bah, alors pour en savoir plus, il faut commencer par regarder la présentation du forum vétérinaire sur la formation post-bac, je pense. Donc, effectivement, il y a une thématique spécifique, hein, dans les conférences, si je me trompe pas. Mm. Ce qui est important, c'est l'aspect connaissance de la profession, hein, et c'est des choses qui vous sont expliquées. Il y a également une page, hein, internet, du concours post-bac où il y a beaucoup d'informations et des réponses aux questions fréquemment posées, les FAQ là, donc faut aller voir ça. Et l'équine, comme toutes les autres espèces ou toutes les autres activités, il y a rien de spécifique. Ce qui est attendu, c'est une compétence de connaissance de la profession, de savoir finalement où on met les pieds, pour être clair. Parce que quand on souhaite être vétérinaire, eh bien d'abord, bon, il y a une masse d'informations et donc des capacités d'apprentissage qui doivent être là, mais en général, quand on rentre là-dedans, c'est qu'on a quand même un petit peu réfléchi à la question. Et ensuite, ce qui est très important pour nous, en tant qu'enseignant et en tant que praticien, hein, pour parler du terrain, c'est qu'on comprenne bien ce que c'est qu'être vétérinaire. C'est-à-dire qu'être vétérinaire, ça demande une implication, c'est ce que j'ai essayé de vous présenter dans la présentation. Ça demande d'être prêt à faire des horaires contraignants, d'être prêt à travailler le week-end, à travailler la nuit. Alors évidemment, il y a des gens qui travaillent en recherche et qui ne vont pas avoir ces contraintes-là, mais si on parle de terrain, c'est de bien comprendre tout ce que ça implique. Et c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut orienter son attention, d'où l'importance de se documenter sur qu'est-ce qu'un vétérinaire fait sur le terrain, dans quelles conditions il peut être amené à intervenir. Je vous ai fait quelque chose qui était un panel assez large dans cette direction également. On a plusieurs personnes qui se posent également la question sur la formation continue. Vous avez Mmh. commencé à l'évoquer. Savoir comment ça se passait sur les différents types de formation continue, si c'était de la vidéo sur le terrain, en clinique, et s'il existait la spécialisation comportementaliste équin.
Alors, je ne crois pas, je vais répondre d'abord à la fin. Je ne crois pas qu'il existe la spécialité comportementaliste équin spécifique. À ma connaissance, il y a une spécialité de comportement, bien sûr, mais le diplôme qui va avec est toutes espèces. Peut-être qu'en dessous, en dessous, il y a des sous-catégories, mais pour moi, c'est un diplôme toutes espèces. Donc ça, c'est par rapport à cette question précise. Ensuite, pour la formation continue, comment ça se passe? Eh bien, vous allez avoir des occasions de formation continue qui vont être présente sous forme, par exemple, d'ateliers ou de journées de conférences, hein. Par exemple, les journées annuelles donc on vient de réaliser pour la VEF en sont. Vous avez les congrès de différentes associations vétérinaires. Vous pourrez avoir des formations plus spécifiques, pratiques, sur des formats courts tels qu'une journée, une demi-journée. Vous pourrez avoir des webinaires, hein, ça s'est énormément développé, bien entendu, depuis la crise Covid, et puis c'est bien parce que ça permet de faire des capsules de formation sur des temps courts qu'on peut faire le soir quand on a fini de travailler. Nous, typiquement, à la VEF, on les fait à 21h, hein. Et puis surtout avec des systèmes de replay. Enfin voilà, tout ça a énormément évolué en très peu de temps, hein, là, ces dernières années. Et puis le fait de lire des revues vétérinaires également, ça apporte aussi de la formation continue et ça fait partie de la nécessité dans la carrière d'un vétérinaire. Et tout ça, d'un point de vue suivi, est ensuite normalement collecté au niveau de l'ordre vétérinaire qui s'assure que le vétérinaire fait bien sa formation continue. Il y a quelqu'un qui se demandait aussi, du coup, avec ce campus équin normand, si c'était possible de faire des jobs d'été ou des stages pour mettre dans le dossier. Dans le dossier par rapport à la Dans le sens, candidature dans certains post-bac? concours, ouais, ouais, c'est ça. Dans certains Oui. concours, il y a des dossiers à créer, ouais. Pas sûr Ok, que ce soit pour le alors post-bac, mais... À l'heure actuelle, nous on prend par exemple des stagiaires de troisième, seconde, première licence, bref, différentes catégories de personnes, mais avec des quotas là pour le coup, parce que notre cœur de métier c'est la formation de l'étudiant vétérinaire, donc faut pas oublier ça. Et puis qui dit centre hospitalier universitaire vétérinaire dit beaucoup de gens encadrés, dit les aspects sécurité dont j'ai parlé, donc on démultiplie pas le nombre de personnes présentes. Au niveau du campus normand, je pense qu'on gardera les mêmes possibilités toujours avec un système restreint. Par contre, il n'y a pas de possibilité de logement. Merci beaucoup. Et il y a encore des questions pour savoir quelle école fallait-il privilégier dans ses vœux si on voulait faire de l'équine. C'est difficile de répondre à cette question quand même. Évidemment, Alfort. Donc, mais comme je disais, il y a de l'équine dans les quatre écoles à l'heure actuelle. Donc, la formation est assurée dans les quatre écoles. En termes de capacité, je dirais, technique, clinique et de nombre de cas, je pense qu'on est plutôt sur Alfort, Lyon, Nantes. Là, tout de suite, à l'heure où je vous parle, hein. Est-ce que tout étudiant vétérinaire dans n'importe quelle école va être amené à un moment de sa formation à travailler avec des chevaux? Oui, c'est obligatoire, ça fait partie du référentiel vétérinaire. Donc, il y a une exposition à l'équine qui, pour nous, en tant que, que praticiens équins, n'est pas assez importante, mais qui est tout à fait logique par rapport à ce qu'un vétérinaire va faire derrière. Et donc, il y a un référentiel de compétences. Ça permet d'acquérir des compétences qui sont discutées. Il va être refondu prochainement, à ma connaissance. Mais oui, vous serez confronté à du cheval dans différentes années, avec effectivement l'objectif d'assurer une formation de base pour un vétérinaire sur le terrain qui devrait, encore une fois, croiser un cheval ou un âne au détour d'un pré. Et puis si ensuite on veut en savoir plus, eh bien là, il faut partir vers les dominantes. On a quelqu'un qui se posait la question, savoir s'il est arrivé d'avoir des problèmes juridiques à la suite d'une intervention sur des chevaux, notamment de sport, donc qui seraient de haute valeur. Ah oui, bien entendu, puis alors pas que sur ceux de valeur. La valeur n'est pas forcément là où on la croit. Il y a quelque chose qui s'appelle la valeur affective, qui est très important à prendre en compte. Oui, bien entendu, ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle les mises en cause. C'est aussi pour ça qu'on a une responsabilité civile professionnelle, hein, qui est obligatoire en tant que vétérinaire, parce qu'on peut avoir des mises en cause sur des complications. Tout acte médical peut être assorti de complications. Les complications peuvent être malheureusement la faute à pas de chance. Les complications peuvent aussi être le résultat d'erreurs, hein, c'est vrai. Et donc, oui, bien sûr, il peut y avoir des mises en cause. Merci beaucoup, on a quelqu'un qui... Ah oui, bah là, on enchaîne tout de suite sur la question. Si l'étudiant est pris à l'ENV de Toulouse, peut-il basculer à Alfort pour se spécialiser en équin? Oui, ça rejoint du coup ce que vous aviez dit pour la A6. On peut Oui, bien sûr changer. absolument. Oui, il n'y a aucun problème. Donc on a nous une question sur devenir vétérinaire militaire, savoir quelles étaient les différences, mais donc ça c'est des choses auxquelles nous on n'est pas, je pense qu'on ne sera pas les meilleurs placés pour répondre. Savoir Non, si il on y a... aurait un ouais. contact, oui, justement, à donner à cette personne.
Non, alors premièrement, sur le site de l'ordre vétérinaire, il fut un temps, il y avait un peu des fiches comme ça sur les différents types de vétérinaires et il y avait quelque chose sur le vétérinaire militaire. Donc, premier endroit pour se renseigner. Et ensuite, deuxième endroit, il y a des services vétérinaires de l'armée et je pense que c'est auprès d'eux qu'il faut se renseigner. Donc là, il faut chercher un peu sur Internet pour trouver un contact. Voilà, merci. Merci. Qu'est-ce qu'on a encore comme question? Savoir vous aviez parlé du coup de la sécurité, d'avoir des bonnes chaussures. Quelqu'un se demandait si ce matériel-là était à nos frais pendant nos études. Ah oui. L'aspect chaussures personnelles, oui, c'est à vos frais. Après, dans certains services, on pourra avoir des chaussures spécifiques, et je pense en particulier aux zones d'isolement, hein, pour tout ce qui est maladie contagieuse. Là, on va fournir les chaussures parce que d'abord, on souhaite que ce soit ces chaussures-là qui sont utilisées et pas d'autres. Mais de façon générale, les étudiants, par exemple, qui sont en formation actuellement en rural, eh ben, ils achètent, et je crois que c'est ce qui est vendu à la coopérative, si je ne me trompe pas, ils achètent une paire de bottes coquet. C'est ça. Quelqu'un d'autre qui se demandait où pouvait-on trouver des revues ou des livres sur le métier de vétérinaire? Alors là, je pense qu'il y a énormément d'informations sur internet, et après, je pense que j'irai dans des librairies, standards où il doit certainement y avoir de la littérature de vulgarisation sur le métier de vétérinaire. En général d'ailleurs, dans mon souvenir, il y a des petits livres qu'on lit aux tout petits enfants aussi, donc ça commence très tôt. Donc je pense qu'il doit y avoir un panel de choses, de généralités qui est disponible. Et ben, j'enchaîne tout de suite justement avec mon information de communication. Je pense que vous pouvez tous aller regarder sur le site du coup, le site de l'ordre, le site de l'école et des autres écoles vétérinaires. Il y a aussi un site des ENVF, donc des 4 écoles vétérinaires en commun sur lequel il y a plein d'informations. Et on vous invite aussi à suivre les réseaux sociaux. Nous, il y a plein d'informations qui passent de l'école. Ça fait déjà un peu d'infos. Je regarde s'il y en a encore quelques questions. Y a-t-il des interactions entre les écoles vétérinaires françaises et européennes? Oui, 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 il y en a. Alors, il y en a. Premièrement, il y a des échanges Erasmus qui existent. Et donc là, il y a des interactions directes, hein, avec des étudiants qui vont faire un semestre à l'étranger. Il y a ensuite des échanges. Eh ben, on parlait de spécialisation entre les différents spécialistes. Il peut y avoir des protocoles de recherche ou des projets de recherche qui sont faits entre plusieurs établissements. À l'occasion des congrès internationaux, etc., on se rencontre également. Donc oui, il y a quand même beaucoup d'échanges internationaux. Et du coup, ça fait aussi le lien, quelqu'un qui se demandait si on pourrait faire une formation équine rurale, par exemple en Belgique, et si oui, comment peut-on y accéder? Alors ça, je ne sais pas. Je pense qu'on peut effectivement aller, enfin en tout cas, comment on peut y accéder. Euh, il faut pour moi être à l'école vétérinaire de Liège ou à l'école vétérinaire de Gand, à la faculté vétérinaire de Gand, mais je ne connais pas les voies d'accès. Ça, mais donc je pense que s'il y a un étudiant, si la personne qui pose la question est un étudiant français, il peut donc en effet faire un Erasmus Mm. pour aller en Belgique. Nous, on a des Euh, étudiants tous les ans qui viennent de Liège ou de Gand. Savoir si on peut devenir ostéopathe équin avec un bac pro. Euh, Je ne sais pas par rapport à la question avec un bac pro. Il y a des écoles de formation d'ostéopathie. Attention, là, petit voyant rouge qui s'allume, c'est quelque chose de très réglementé. Il faut qu'il y ait une reconnaissance par l'ordre vétérinaire avec un examen de validation des acquis de l'expérience si on n'a pas de formation vétérinaire à la base. Il y a quelqu'un qui se demandait du coup pour les échanges Erasmus si c'était que dans l'Europe ou si on avait aussi des partenariats donc partout dans le monde. Alors, je suis pas la mieux placée pour répondre, mais il me semble qu'on a des étudiants qui vont au Brésil, par exemple. Oui. On a à l'école plusieurs universités partenaires et moi j'ai des amis qui vont faire leur mobilité au Japon l'été prochain. Il y a de D'accord. quoi partir. Mm. Existe-t-il une formation pour être vétérinaire équin et vétérinaire canin? Il y a plusieurs personnes qui se posaient la question après la mixte rurale sur la mixte canine-équine. Alors actuellement, elle existe, oui. Nous, c'est la troisième année, je crois, qu'on a une ACIS mixte équine canine. Euh, Si notre, si notre anglais n'est pas terrible, peut-on faire le choix de privilégier un pays où on parle français? Je pense que c'est la suite des Erasmus. Ah oui, je suppose, en Oui, mobilité. Oui, alors oui. l'avantage de ce qu'on appelle la mobilité internationale, c'est que ça veut dire on passe la frontière de la France. Donc, il y a la Belgique, il y a le Canada, voilà, tout ça c'est francophone. Donc oui. Alors ensuite, il y a quand même je rebondis sur l'observation. L'anglais, ça va quand même beaucoup vous servir. Donc, faut le bosser.
Merci beaucoup, Naïm. J'ai une question qui est de nouveau qui est arrivée, qui a disparu. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, c'était une question pour combien de temps peut-on partir en Erasmus déjà. Et je sais pas, 3 à 6 mois? C'est oui, alors moi, il me semble que du coup, en Erasmus, on peut faire soit un semestre, C'est soit une ça? année entière, Bon, bah maximum. voilà. Voilà. J'ai une question qui a disparu. Euh, des questions auxquelles je n'ai pas répondu. N'hésitez pas à les reposer. Les deux. Oui, des gens qui se demandaient c'est pour à propos du dossier, si les stages, donc pour ça c'est pour les différents concours, si vous saviez si les stages et les expériences étaient vraiment prises en compte ou pas. Alors, je suis absolument pas dans l'aspect post-bac, donc j'ai aucune information sur comment est-ce que c'est pris en compte par rapport à la question qui est posée. Je pense par contre que c'est primordial d'en faire en termes d'exposition et encore une fois, de savoir à quoi on postule en fait, de comprendre exactement ce pourquoi on envisage de faire une formation. Alors j'ai beaucoup de questions là, qui concernent le post-bac ou le concours. Donc là, il me semble que c'était à 9h30 ce matin la conférence sur les voies post-bac. Cet après-midi, pour ceux qui font les autres concours, on se retrouve à 14h pour les différentes visios avec des échanges avec les étudiants nous, qui avons fait les voies. Je vous invite à aller poser les questions à ces moments-là. D'autres personnes qui se demandaient déjà pour revoir ces replays, oui, bien sûr, tout sera disponible à partir de lundi. Et pour toutes les questions post-bac, c'est ça. Je vous invite à aller les poser par ces voies-là. Une autre question encore pour la sixième année. En spécialisé équin, savoir si on restera sur le campus en Normandie ou si on fait des allers-retours entre Alfort et la Normandie. Ah non, alors ça, c'est justement la nouveauté, c'est que jusqu'ici, il y avait des allers-retours. À partir du moment où tout sera centralisé sur le campus, vous resterez sur le campus, et puis ensuite, il y aura vos stages. Mais toute la formation pédagogique se fera sur le site du campus. Alors, est-il possible de changer de spécialisation après avoir exercé pendant pendant plusieurs années dans une voie particulière? Oh bah oui, il y a des exemples innombrables. Bien sûr, on peut choisir de se réorienter. Encore une fois, le métier de vétérinaire, on peut parler autant qu'on veut du cursus, de l'apprentissage et cetera. Ça reste un métier de compagnonnage. Premièrement, on a une formation généraliste avec le fameux référentiel dont on parlait, qui nous permet d'avoir des compétences de base dans toutes les espèces et deuxièmement, l'immersion professionnelle ultérieure, fait que, on peut apprendre énormément de choses sur le terrain et c'est l'objectif, ça reste du compagnonnage. Quel niveau d'anglais faut-il avoir ou quelle moyenne? Ça, déjà, ça va. Alors moyenne, ça je suis complètement incapable de répondre. Il faut être capable de lire un texte en anglais, de le comprendre et ça c'est déjà, le minimum, parce que enfin pas toute, mais la majorité de la bibliographie, est en anglais. Et puis ultérieurement, si on décide de pousser un peu, dans les aspects spécialisation, bah là il faut bien comprendre et puis le parler parce qu'on doit faire des communications, des conférences, et puis l'examen est en anglais par exemple. On a quelqu'un qui se demande oui, c'est ça, dans quelle ville est le campus Équin-Normand? Il est à Goustranville, pour être très précis. C'est un petit peu enfin, à côté de Cabourg, pas très loin de Cabourg. Donc à l'est, pardon, de Caen. Ah, donc oui, quelqu'un qui n'a pas compris quand vous aviez parlé donc des signalements de maltraitance n'a pas compris le sigle, donc la DDPP, parce que vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est. Alors, direction départementale de la protection des populations, si je ne me trompe pas. Donc en fait, c'est les instances vétérinaires qui surveillent, le sanitaire, dans, les différentes, zones de France et qui vont, vérifier, les conditions de détention des animaux, alors pas là, on parle des chevaux, hein, mais pas que ça, hein, les mouvements de chevaux, tout ce qui est la surveillance des maladies réglementées, enfin donc c'est tout ce qui tourne autour du législatif réglementaire, risque, de, biosécurité, hygiène, concernant les animaux. Merci. Je veux savoir si du coup, si vous avez des exemples, des noms de revues scientifiques, donc de médecine vétérinaire équine, que ce soit en français ou en anglais, à conseiller à nos participants. Ah carrément! Heu, alors, bah, là, on est en train de parler de revues spécialisées quand même, donc c'est bien de vouloir les lire, mais il faut déjà commencer par faire les études, je pense. Donc en équine, en français, vous avez, Pratique vétérinaire équine
qui est d'ailleurs la revue de l'Association vétérinaire équine française. En aspect mixte, vous avez une équipe qui s'appelle le Nouveau Praticien Vétérinaire, si je ne me trompe pas. Donc ça, c'est pour l'aspect francophone. Il y a autre chose qui s'appelle Abstract Vet. Enfin bon, il y en a 3-4 en milieu francophone. Et ensuite, en équine spécialisée en anglais, vous allez avoir, enfin, il y en a différents, Equine Vet Journal, Equine Vet Education, Veterinary Surgery, qui est toutes espèces, le journal américain, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Merci beaucoup, vous avez de la lecture. Ah oui, ça c'est clair. Pareil, continuer les questions, tout ce qui concerne l'admission, les concours. Je vous invite vraiment à aller regarder les conférences qui sont dédiées à ça. Et cet après-midi, on pourra vraiment en discuter directement avec les étudiants. Pareil pour le nom des écoles d'ostéopathie, à moins que vous en ayez une à conseiller, Docteur Mespoules. Je ne sais pas. Moi, j'avoue Non, que je ne connais mais pas. non, je les connais pas bien. Il me semble. Alors, les écoles d'ostéopathie vétérinaire, mais ça, vous tapez sur Internet, vous allez trouver, hein. Il me semble qu'il y a Vetao, si je me trompe pas. Et je connais pas le nom de la deuxième. Mais donc, à se renseigner. Et sinon, on a beaucoup de remerciements pour cette conférence et toutes les réponses que vous avez apportées à nos participants. Je vois qu'il nous reste, il me semble qu'il nous reste 2 minutes avant que la vidéo se coupe. Que je voulais encore vous remercier pour cette belle présentation. Merci à tous pour vos questions. Merci également pour les réponses. Le replay, donc à partir de lundi, vous pourrez avoir toutes les informations sur le site et sur les réseaux sociaux de l'école. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder, à aller vous abonner. Vous avez tout le reste de la journée des contenus en libre accès comme la visite guidée de l'école, le mot du directeur ou encore des histoires d'Alfort. Euh, sont très intéressantes à aller voir. Je vous invite à aller regarder tout ça et que ce sera en replay. Vous pouvez regarder ça, bien sûr, au moment que vous souhaitez. Et je vous retrouve, moi personnellement, du coup, à 14 heures. Très bien. Merci beaucoup, Hermeline, pour l'organisation. Je sais que c'est beaucoup de travail. Avec plaisir. Et puis voilà, bon courage à tous ceux qui sont intéressés par notre beau métier. Il y a des contraintes, c'est vrai, on les souligne parce que c'est important de le savoir, mais voilà, on est content de le faire et c'est un métier de passion. Voilà. Une belle conclusion. Et ben, je vais souhaiter une belle journée et conclure le live. Très bien. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.